Et salut à tous, ici Abdel et nous sommes repartis pour la deuxième partie de cette petite incursion dans le monde du draft. Nous allons parler de l'évaluation des cartes dans le draft. Et d'ailleurs en général ça vaut aussi largement pour le format en scellé. Et en général d'ailleurs dans Magic, savoir essayer de déterminer quelles cartes sont fortes et pourquoi. Voilà, on va aborder ce point. J'ai le premier booster, le petit premier booster reconstitué qui est de Jordan Tunics. Tout simplement. Et imaginez que vous êtes en draft, vous êtes à la table et vous œuvrez votre booster sur ceci. Voilà, on va passer en revue ces cartes et essayer de déterminer ce qu'on va piquer. Donc par exemple, un des premiers indicateurs, si vous avez déjà ouvert un booster, vous le savez, bien entendu, dans un booster il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 communes. Les communes sont reconnaissables parce qu'elles ont le petit sigle en noir. Les uncommon, les cartes qui ne sont pas communes mais qui ne sont pas rares, qui sont intermédiaires. On en a vu une ici, 2 et 3. Une bravoure colossale. Et il y a une rare dans chaque booster. Voire deux, en sachant qu'il peut y avoir une carte qui est foil, donc qui est brillante. Et cette carte peut être de n'importe quelle rareté. Donc bien chanceux est celui qui a un pack avec deux rares, deux rares dedans. Donc bien entendu, une des premières choses à savoir, c'est que bien entendu, les rares ont un plus gros potentiel pour être meilleures. Oui, c'est pour ça qu'elles sont rares. C'est que souvent, elles font la job, comme diraient les amis canadiens. Elles font la job. Et par exemple, là, on a un fléau des flottes qui est pour 7 une 6-6 qui peut... Je vous passe le texte à rallonge, mais en gros, elle a très peu de chances d'être bloquée, surtout par des créatures très faibles. C'est une 6-6 pour 7. Donc c'est quand même un gros monstre, comme vous pouvez le constater. En effet, c'est une rare, c'est une 6-6 qui est dure à bloquer. Donc typiquement, ça colle 6 par tour, et vu que vous n'avez que 20 points de vie, cher joueur de Magic, ça va très très vite. Donc voilà, un des premiers indicateurs, typiquement, c'est ce que font très souvent les joueurs, c'est qu'ils vont jusqu'aux Unco et à la rare, voir déjà ce qu'ils ont, parce que là, il y a le potentiel d'avoir le plus de dommages et les meilleures cartes. Fléau des flottes, une bravoure colossale qui peut cibler plein de cibles et leur donner plus de jusqu'à la fin du tour, les dégager. Donc ramener toute une flottille de créatures pour bloquer par exemple, ou cibler plein de créatures. On rappelle que dans cette extension, il y a l'héroïsme qui est très très bien en combo avec l'obstination. Une archère 2-1 défense talismanique portée pour 2. Défense talismanique c'est très bien, elle ne peut pas être ciblée par votre adversaire. C'est plutôt pas mal. Interpréter les signes, un piocheur. Un piocheur qui peut être vraiment puissant. Et ensuite, toute une flottille de communes. Voilà, donc j'ai fait le tour en gros de ces cartes. Les communes très rapidement. Armement de Nyx. La créature enchantée a la double initiative tant qu'elle est un enchantement, sinon elle ne fait pas de dégâts. Ça peut être très versatile. Un fetcher de terrain. Je vais aller vraiment rapidement. Une 2-2 pour 2 qui a un bon effet en fin de partie. Un enchantement qui donne plus 1 plus 3 et le contact mortel. Aspect de la gorgone. Une 5-4 qui peut devenir 8-7 pour 6. Monstruosité 8. Une 3-2 flash vol pour 4. Une giclée de mana qui inflige 2 à une créature pour 1 si elle meurt. Ce tour-ci, elle est exilée. Une ascension des aigles qui spawn 2-2-2 vol et qui lui propose de faire un regard de 1. On a un 2-4 pour 4 vigilance qui peut devenir 5-7 pour 7 mana de monstruosité. Et une présence d'Adjani qui donne plus 1 plus 1 et l'indestructibilité à plein de créatures pour 1 et 3 en plus par cible supplémentaire. Voilà.
Donc ça, c'est typiquement le genre de booster que vous allez, voir. Et donc vous pouvez commencer à vous fier un peu à la rareté des cartes, mais sachez que la rareté ne fait pas tout dans Magic. Vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bien entendu, je vais passer sur un point qui semble tout à fait normal, mais qu'il est bien quand même d'aborder, c'est l'expérience. L'expérience que vous allez avoir à jouer les différentes cartes. L'expérience que vous allez faire de certaines cartes, de votre façon de jouer. Et vous pouvez par exemple vous dire que Bravoure Colossale, vous l'avez déjà joué plusieurs fois et que cette carte vous a fait gagner dans diverses situations avec diverses cartes. Et donc vous pouvez vous dire que par votre propre expérience du jeu et de ces cartes et de la manière dont vous les jouez, elles sont fortes. Donc ça c'est une bonne métrique pour savoir si une carte est bonne. C'est une métrique un peu... c'est une heuristique un peu vague, mais c'est quand même pas mal, ça marche plutôt bien. Il existe quand même des métriques un peu plus précises que ça. On va aller par exemple voir une créature, par exemple celle-ci, et on va prendre quelques créatures, vu qu'on va commencer par les créatures. Voilà, le fortificateur sophiolite. Par exemple, une 2-2 pour 2. C'est une créature qui est assez moyenne, jouable, qui fait une carte qui va finir votre deck, par exemple, si vous n'avez pas grand chose d'autre. Une 2-2 pour 2, c'est une carte moyenne. Donc là, par exemple, on a une 2-2 pour 2 avec une capacité qui peut être intéressante en fin de partie. Donc c'est une créature qui va avoir un intérêt en début de partie et plus tard dans la partie. Donc c'est clairement une carte mieux qu'une 2-2 pour 2. C'est une carte qui va quand même demander du mana. Donc c'est une carte qu'on ne va pas forcément piquer tout de suite parce qu'on part sur une base de 2-2 pour 2 et un effet qui peut être bon mais qui demande beaucoup de mana. Donc cette carte laisse un côté assez dubitatif en fait. Le fortificateur sophiolite. Donc ça par exemple c'est le genre de métrique sur lesquelles vous pouvez vous baser. Ça c'est une 2-2 pour 2. Comparez les 2-2 pour 2, les bonnes 2-2 pour 2, les moins bonnes 2-2 pour 2. Par exemple, on va faire pareil avec le Crota Vorace qui est 2-4 pour 3. Pareil, 2-4 pour 3, vous en verrez des tonnes et toutes les extensions auront des 2-4 pour 3. Par exemple, en Dragon's Maze, on en avait une chier, disons-le. Je me rappelle par exemple en Theros, il y a les centaures reparus qui sont aussi de 4 pour 4. Lui par exemple a la vigilance. Vigilance est une bonne capacité. Et en plus, il peut devenir 5-7 ensuite, plus tard dans la partie, pour 7 mana. Donc ça peut être intéressant. Et ça, typiquement, ça fait en sorte que cette créature va sortir du lot par rapport aux autres 2-4 pour 4. Par exemple, si je reprends le centaure reparu, c'est une 2-4 pour 4 qui, quand elle arrive en jeu, meule de 4. Pas très intéressant comme capacité. Donc si par exemple on doit un petit peu classer ces créatures, on va mettre sûrement le Crota Vorace au-dessus du centaure reparu. C'est clairement une créature qui sera meilleure. Une 2-4 pour 4 vigilance qui peut devenir beaucoup plus forte ensuite. Donc ça c'est pas mal. On a déjà une bonne métrique. Et ici, on a par exemple une 3-2 vol flash pour 4. Donc essayez de vous rappeler, par exemple, petit exercice, les créatures volantes pour 4 mana que vous avez pu voir dans Magic l'Assemblée. Si vous faites le tour assez rapidement, 3 d'attaque volant pour 4, c'est pas mal. C'est pas mal. Par exemple, si on prend une créature un peu similaire, on peut penser à la harpie insatiable qui est en Theros, en Unco, c'est une Unco, et ce n'est qu'une 2-2 vol, lien de vie pour 4, dont 2 mana noirs. Donc ça demande beaucoup de commitment en noir, quelque chose que je vais rajouter d'ailleurs, la gestion des couleurs. Donc c'est une 2-2 vol, lien de vie pour 4, et par exemple là on a une 3-2, ici, vol pour 4, c'est mieux. Et en plus, elle a le flash, qui est une capacité vraiment intéressante.
Typiquement, si vous avez toujours envie de jouer une créature pendant votre tour, par exemple, hein, c'est toujours bien d'avoir une créature supplémentaire sur le board. Mais avec le flash, vous pouvez tout simplement la garder en main et la jouer en fin du tour de votre adversaire. Elle n'aura plus mal d'invocation quand votre tour arrivera. Potentiellement, si une menace un peu plus sérieuse arrive chez votre adversaire, il est tout à fait possible de jouer une autre carte plutôt que la sirène dissimulée. Donc voilà, la flash donne beaucoup de versatilité, en fait, c'est ce que j'essaie de vous dire. Et donc c'est une capacité très forte, en plus de pouvoir faire spawner un bloqueur un petit peu ex nihilo comme ça. C'est très intéressant. Donc la sirène dissimulée est clairement une bonne créature. Une 3-2 vol flash pour 4. Voilà, donc le genre de métrique que vous pouvez essayer de mettre en place, comparer les créatures, comparer, essayer d'avoir des métriques de base, savoir qu'une 2-2 pour 2 c'est une créature moyenne, une 3-3 pour 3 c'est une bonne créature, même si elle n'a pas de capacité, une 4-4 pour 4 c'est plutôt sympathique, également, une 2-4 pour 4 comme vous pouvez le voir, si ça a de bonnes capacités comme celle-ci, ça peut être très intéressant, une 3-2 vol, une 2-2 vol pour 3 par exemple, les 2-2 vol pour 3 aussi vous en verrez énormément, c'est le genre de métrique qu'il faut connaître dans Magic. Et bien entendu, si certaines cartes passent ces métriques, ça devient des bombes. Est-ce que j'ai par hasard une bombe dans un des boosters? Oh, oui. Ce que moi je considère une bombe, bien entendu. Si on regarde le petit booster Teros que je vous ai concocté, j'ai mis le simulateur m'a proposé un Boon Satyr. Et pour moi, Boon Satyr, et pour beaucoup de joueurs, hein, je pense, Boon Satyr est une excellente créature. C'est pas forcément une grosse bombe comme une, je sais pas, une 6-6 vol pour 6 qui ferait le café et qui tuerait votre adversaire assez facilement. Mais Boon Satyr est vraiment une très bonne carte. On a parlé des 3-3 pour 3. Et ben ça, c'est une 4-2 flash pour 3, ce qui est très très bien. Et avec en plus la grâce, malheureusement je l'ai en anglais, je suis désolé, mais donc c'est grâce pour 5 et on peut donner plus 4 plus 2 en flash à une créature, vu que le flash marche aussi pour la grâce. Donc cette carte est vraiment très 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 puissante. Je me base sur mon expérience et sur quelques métriques pour l'avoir joué plusieurs fois. Cette carte est vraiment vraiment très forte. C'est une des cartes d'ailleurs qui m'a fait me placer donc 11e au BOM 9, au scellé, au QT. Donc une carte vraiment vraiment très forte. Et c'est le genre de carte qu'on arrive au final très facilement à identifier. Je pense notamment aux Arpenteurs par exemple. Si je prends par exemple une Elspeth, la version Teros, c'est une carte vraiment monstrueuse qui fait très facilement gagner des parties. Et il y a plein de cartes comme ça que vous apprendrez à identifier et qui sont de vraies bombes. Là, on parle beaucoup de créatures, mais on peut revenir sur les sorts. Les sorts aussi ont énormément de choses à dire. Par exemple, ce genre de sort est plutôt fort parce que ne coûtant pas beaucoup en mana et pouvant tuer une créature. Donc typiquement ce qu'on appelle les blasts, voilà, giclée mana. Les blasts, ce sont des sorts que vous allez vouloir piquer en draft assez rapidement. Cette carte également peut être sympathique, tout simplement parce qu'avec une seule carte, vous allez avoir 2 bêtes. Ça peut être intéressant. Plus le regard, tout ce qui est contrôler ce que vous allez piocher et piocher plus de cartes, c'est des effets que vous allez vouloir garder. Vraiment très intéressant. Présence d'Adjani également, un sort vraiment intéressant qui peut sauver vos bêtes. Plus d'une bête d'ailleurs. Donc avec un sort, il est possible de sauver plusieurs bêtes. On va en parler ce qu'on appelle le 2 pour 1, le 3 pour 1 ou le X pour 1. Avec présence d'Adjani notamment, ça peut être très intéressant. Voilà, donc à savoir identifier les bonnes capacités
et bien entendu mettre en parallèle combien ça va vous coûter. Par exemple, on va prendre l'exemple d'interpréter les signes pour 6, qui est un rituel qui vous permet de faire un regard d'eux, puis vous révélez la carte du dessus de vos bibliothèques et vous piochez un nombre de cartes égal au coût converti de mana de cette carte. Donc il faut savoir que 6 c'est assez cher, ça vient assez tard dans la partie. Rituel, ça veut dire que ça va potentiellement vous prendre tout votre tour. Vous ne pouvez pas le faire en fin de tour de votre adversaire si votre adversaire n'a pas bougé l'oreille, par exemple. Ça vous demande de vous commettre, hein, de prendre un risque, tout simplement. Et vous n'êtes pas forcément assuré de piocher beaucoup de cartes. Hein. Si vous voyez 3 terrains, par exemple, vous êtes un petit peu mal quand même. Parce que vous allez devoir les recycler et prier pour piocher, pour avoir une carte qui vous fasse piocher beaucoup de cartes. C'est pas dit que vous piochez beaucoup de cartes avec interpréter ici. Donc en fait c'est un pari de jouer cette carte à chaque fois. Et les paris dans Magic, c'est quand même pas ce qu'on veut. On veut plutôt maîtriser, bien entendu, ce qu'on fait dans la partie. Donc interpréter les signes, même si ça peut faire piocher beaucoup de cartes, c'est un pari, c'est un risque. Et les risques ne sont pas de la partie. Donc voilà. On va passer à un autre point. Un autre point qui est assez intéressant. C'est, par exemple, on va reprendre le Crota Vorace. Pourquoi cette carte est forte? On va parler de la force des cartes en tant que carte en elle-même, et les cartes fortes, mais seulement si vous avez d'autres cartes en jeu. C'est un concept assez important dans Magic. Par exemple, cette bête, c'est une de 4 pour 4, vigilance. C'est une bête solide, qui peut devenir plus forte de par elle-même en fin de partie. Donc c'est une carte solide qui n'a pas besoin d'autres cartes pour être forte. Tout simplement. Donc ça, c'est une bonne carte. Elle est forte seule. C'est ce que je veux vous dire. On va par exemple passer à par exemple un enchantement. Je dois avoir un enchantement quelque part. Par exemple, Aspect de la Gorgone. Pourquoi Aspect de la Gorgone même si la capacité est très forte et l'aura est très forte, plus 1, plus 3 contact mortel, c'est vraiment très fort, je peux vous le dire. Pourquoi un enchantement aura, c'est toujours très difficile à jouer, et pourquoi on ne prend pas forcément les enchantements aura en premier dans un booster? Tout simplement parce que c'est une carte, même si elle est forte, qui ne peut pas être forte toute seule. C'est une carte qui va nécessiter une créature pour être jouée dessus. Et donc, c'est une carte qui présente un risque intrinsèque. Oui, parce qu'on utilise des mots compliqués en plus. C'est une carte qui a un risque intrinsèque. Comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, la vidéo d'avant sur la pile, si typiquement vous jouez Aspect de la Gorgone sur une 2-2 par exemple, pour en faire une 3-5 contact mortel, ce qui est plutôt pas mal, si vous la jouez sur une 2-2 et que par exemple mon adversaire, il jouait aussi dans ce draft et il a piqué une giclée de magma, vous voyez comme les choses sont bien faites, non seulement je vais perdre ma bête, celle que j'essayais d'enchanter, hein, par exemple, vu que c'est très bien fait, on va prendre le fortificateur sophiolite. J'essaye d'enchanter mon fortificateur sophiolite qui est 2-2 avec l'aspect de la Gorgone. Mon adversaire, lui, dit non. En réponse, donc dans la pile, en réponse, je vais détruire le fortificateur sophiolite. Le fortificateur va mourir et l'aspect de la Gorgone, n'ayant plus de cible valide, va aller également au cimetière. Donc avec un sort, j'ai éliminé 2 cartes de mon adversaire. Et ça, c'est très important. On illustre 2 points qui sont cruciaux en fait dans Magic. C'est donc voilà, les cartes fortes seules et les cartes qui ne sont pas fortes toutes seules. Vous voyez exactement de quoi il en est avec cet exemple. Et également, on vient d'illustrer ce qu'on appelle le 2 pour 1. Le 2 pour 1, le 3 pour 1, le X pour 1. Par exemple, là, la giclée de magma,
j'ai utilisé une seule carte, hein, Giclée de Magma, mais dans cette situation, j'ai enlevé à mon adversaire deux cartes, le Fortificateur et l'aspect de la Gorgone, donc je viens de faire un 2 pour 1. Et c'est toujours très fort de faire 2 pour 1, hein, bien entendu, parce que on pioche chacun le même nombre de cartes, mais si moi avec une seule carte j'arrive à battre deux de ces cartes, deux des cartes de mon adversaire, eh ben je suis mieux dans la partie. J'ai potentiellement une carte en plus qui va pouvoir m'aider, ou alors sur le terrain, j'aurai potentiellement une créature de plus pour embêter mon adversaire. Et donc, par exemple, quand on vous évalue des cartes, vous vous dites, bah oui, Giclée de Magma, voilà pourquoi c'est bien un petit blast. Regardez, je peux faire un 2 pour 1 assez facile. Si mon adversaire essaye d'enchanter avec aspect de la Gorgone, une 2-2. 2 pour 1, très facile. Et donc, par exemple, on reprend l'Ascension des Aigles. L'Ascension des Aigles, eh ben, ça fait un 2 pour 1 aussi, potentiellement. C'est une carte qui fait... Enfin, c'est pas forcément un 2 pour 1 comme... c'est pas forcément un 2 pour 1 comme on l'entend. C'est pas mon adversaire va perdre deux cartes et moi, je vais perdre qu'une seule carte. Là, c'est je vais avoir deux bêtes en jouant une carte. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. C'est un 2 pour 1 peu moins fort, mais c'est tout de même très intéressant. On va surtout passer voilà, à présence d'Adjani. Imaginez cette carte dans cette optique 2 pour 1, 3 pour 1, X pour 1. Si vous avez par exemple 7 mana et que vous attaquez avec plein de créatures et que votre adversaire bloque avec plein de créatures, il est tout à fait possible de jouer par exemple présence d'Adjani sur 3 de vos créatures qui ne vont pas mourir et qui potentiellement vont tuer une créature chacune de votre adversaire. Et donc la présence d'Adjani aura fait un 3 pour 1. Si vous avez plus de mana, vous pouvez faire 4 pour 1, 5 pour 1, X pour 1. Donc voilà, présence d'Adjani, c'est quand même assez fort comme carte, comme vous pouvez le constater. On se rapproche d'essayer de déterminer quelles cartes sont bonnes dans ce booster. Hein, vous voyez, par exemple, également Bravoure Colossale, pareil que présence d'Adjani, donne plus 2 à potentiellement plein de créatures et les dégage. Votre adversaire croit qu'il attaque en sûreté, et bien non, vous dégagez vos créatures, vous les rendez plus fortes, et vous bloquez votre adversaire. Donc c'est une carte qui peut faire facilement un 2 pour 1 3 pour 1. Donc voilà. Ça vous donne quelques indices pour savoir ce qu'on va piquer dans ce petit booster. On peut déjà dire, en fonction de ce qu'on vient de déterminer, que Bravoure Colossale c'est bien. C'est une carte qui est bien, ça fait du 2 pour 1, du 3 pour 1, du X pour 1. Interpréter les signes, on a vu que c'est une carte qui peut potentiellement faire piocher beaucoup, mais potentiellement pas faire grand chose. Ça contrôle la pioche, mais c'est cher. C'est un rituel, donc ça vous prend un tour de jeu. C'est une carte qui sera moins bien. Archer de la tour de Barassa, c'est même pas une 2-2 pour 2. C'est une 2-1 pour 2. Alors, on va aborder un petit point un peu assez intéressant, surtout en draft, c'est les coûts en mana. Parce que par exemple, pour jouer une carte qui a 2 mana verts dans son coût, ça veut dire que vous allez vraiment devoir jouer vert. Il va vous falloir 2 forêts. Donc il va pas falloir que, par exemple, vous jouiez un peu de vert avec du bleu et du noir. Ce n'est pas possible de jouer une archère de la tour de Bassara comme ça, dans cette condition. Dans ces conditions, on ne joue pas. En fait, c'est ce qu'on appelle un splash. C'est jouer une couleur additionnelle à une autre ou deux autres. Si par exemple vous avez plein de cartes bleues que vous voulez jouer et vous voulez jouer quelques cartes vertes, ça va être très dur de jouer l'archère de la tour de Bassara parce que vu que vous jouez beaucoup de cartes bleues, vous allez mettre beaucoup d'îles, donc moins de forêts. Et vu qu'il vous faut 2 forêts pour faire 2 mana verts, vous n'allez pas pouvoir prendre l'archère de la tour de Bassara dans votre deck. Et donc voilà, cette carte peut être intéressante. C'est une 2-1 portée défense talismanique. Défense talismanique, c'est très intéressant comme capacité. Mais elle coûte 2 mana, 2 verts. Donc ça vous demande vraiment de jouer vert. Si par exemple c'est votre premier pick du draft, vous vous dites je suis pas sûr de jouer vert au final. Peut-être que j'aurai plein d'autres bonnes cartes dans d'autres couleurs qui vont arriver. Et donc j'aurais pris l'archère un petit peu pour rien. Peut-être contre une créature plus importante. Je redis quand même que
Au niveau de la métrique 2-2 pour 2, on n'y est pas vraiment, même si elle a la portée. Donc c'est une créature qui va être un peu intermédiaire, je pense, qui va être mieux qu'interpréter les signes, mais moins bien que pour l'instant Bravoure Colossale. On a vu Présence d'Adjani, à peu près comme Bravoure Colossale, qui est vraiment très intéressant. Le Fléau des Flottes. Alors on va essayer de laisser la rare vers la fin, parce que c'est toujours un peu plus dur à interpréter ce genre de carte. Plus la carte est rare, en fait, je pense, plus la carte est difficile à interpréter dans certains cas, surtout dans celui-ci. Les bombes sont très faciles à interpréter, les mauvaises cartes sont assez faciles à interpréter aussi. Celle-ci un petit peu moins, on va regarder tout à l'heure. Une 5-4 pour 6. Une 5-4 pour 6 avec monstruosité. Pour 6, moi je me rappelle d'avoir facilement une 4-4 vol par exemple. Pour 5, j'ai vu des 4-5 qui peuvent se monstruosifier. Donc c'est peut-être une créature qui n'est pas forcément très forte. Elle est très haut dans la courbe de mana, vu qu'elle est à 6 mana. On va peut-être la mettre pas dans les first pick, hein. Fontaine de fertilité, ça permet de ramp. Ce qu'on appelle ramp, c'est engranger les terrains plus vite ou les manas plus vite que d'habitude. C'est une optique de jeu. C'est une optique de jeu qui ne vient pas forcément très tôt dans le draft, donc c'est pas une carte qu'on va pour l'instant considérer. Armement de Nyx. Alors, encore une fois, bah, c'est un enchantement aura, donc on sait que c'est assez risqué. Par contre, si ça touche le board, la contrepartie est quand même pas mal, parce que donner la double initiative, donc là, dans votre expérience de jeu, vous savez que double initiative, c'est quand même très très fort comme capacité. Ça peut faire énormément de dégâts. Sur une créature vol, double initiative, ça va très très vite. J'ai pas mal one-shoté des adversaires hein, avec double initiative. Hein. Alors que les 20 points de dégâts avec double initiative dans un tour, c'est faisable. Cette carte en plus peut avoir un double effet, prévenir toutes les blessures d'une créature qui n'est pas un enchantement, ou donner la double initiative à une de vos créatures avec enchantement. C'est une carte un peu conditionnelle, et c'est un enchantement aura. Donc facilement on peut se prendre un 2 pour 1 sur cette carte. Donc on va la mettre un peu en dessous également. Un peu en dessous de Présence d'Adjani et de Bravoure Colossale. Une 3-2 vol flash pour 4. Alors cette créature est une bonne créature. On va la mettre avec les bonnes cartes. On a dit aussi que le Crota Vorace était pas mal. On a dit que l'ascension des aigles également était pas mal. La giclée de magma, on a vu que ça pouvait faire du 2 pour 1. L'aspect de la gorgone, on a dit que ça pouvait se faire 2 pour 1. On a déjà discuté du fortificateur sophielite, qui est 2 pour 2 avec une capacité qui demande beaucoup de mana. Ça va pas être un first pick. Et donc le fléau des flottes. Comment interpréter cette carte? Alors pour 7, on peut avoir facilement une 6-6 vol, en gros 6-6 vol dans le format, dans cette extension, il y a des 8-8, ou alors c'est en Born of the Gods, il y a des 8-8. Pour 8, il y a des 6-5 qui ont des capacités assez intéressantes. Ça, c'est potentiellement une 6-6 imbloquable. Ou alors, quand elle arrive en jeu, elle ne peut pas se faire bloquer par des créatures qui ont une endurance inférieure ou égale à 3. Hein, parce qu'il y a déjà 2 mana bleus, donc potentiellement 2 îles. Et dans les 5 incolores, il y a quand même de grandes chances qu'il y ait 1 voire 2 mana bleus. Donc cette carte est vraiment forte. Ça peut limite faire une bonne condition de kill. Ce qu'on appelle une bombe. C'est pas forcément une des meilleures bombes, mais ça peut vraiment faire condition de kill. En condition qu'on arrive jusqu'au 7 mana. Donc voilà, on va enlever les cartes moins bonnes. Et on va se concentrer sur les bonnes cartes. Voilà. Donc au moins là, vous avez déterminé dans votre paquet les meilleures cartes. Donc on a la bravoure colossale, la présence d'Adjani, la sirène dissimulée, le Crota Vorace,
l'Ascension des Aigles, la Giclée de Magma et le Fléau des Flottes. Savoir après ce que vous allez piquer en définitive va dépendre de pas mal de critères, de ce que vous aimez jouer, de ce que vous voulez jouer. Typiquement, moi, dans cette optique, il faut savoir aussi que le format de draft se joue beaucoup à qui aura la meilleure créature, qui aura le meilleur anti-créature. Donc, par exemple, moi je virais déjà l'Ascension des Aigles qui est chère en rituel, qui donne 2 petites créatures, entre guillemets, même si elles volent. C'est pas mal, mais il y a quand même beaucoup plus puissant, je pense, dans ce format. Ensuite, au niveau des créatures, si je dois par exemple piquer une des créatures, je prends clairement le Fléau des Flottes, qui est vraiment puissant, même s'il est cher. C'est pas grave, je préfère partir sur une optique où je vais essayer d'arriver jusqu'à lui, plutôt que de me cantonner à des créatures moins fortes. Donc déjà, si je prends une créature, je sais que je prends le Fléau des Flottes. Voilà. Et ensuite, le choix est assez simple en fait. Typiquement, ces cartes, ces 2 cartes, hein, Présence d'Adjani et Bravoure Colossale, ça demande d'avoir des créatures. Ça demande d'avoir des créatures pour être joué dessus. C'est un peu comme, c'est un peu la même chose que pour les enchantements. Si je n'ai pas de créatures pour les jouer, ce sera des cartes mortes. Alors qu'une bête, ce sera toujours utile. Donc déjà, je pense que piquer Fléau des Flottes ou piquer une de ces cartes, je pique clairement le Fléau des Flottes. Et donc on a donc le dernier carré qui est Fléau des Flottes ou Giclée de Magma. Et là, très clairement, c'est vraiment un duel entre ces 2 cartes. Ce que j'aime bien faire, c'est laquelle bat laquelle. Et bien là, c'est assez simple. En fait, la Giclée de Magma ne fait pas grand-chose contre un Fléau des Flottes. Donc on voit bien que la carte qui va sortir de ce paquet et qui va faire mon first pick de ce draft, ça va être sans transition, hein, le Fléau des Flottes, qui est la rare. On se rend compte que la rare sort du lot dans ce booster. Voilà, le Fléau des Flottes, ça sera donc mon first pick dans ce draft. Je vais aborder juste un dernier point dans cette petite session pour essayer d'évaluer la force des cartes. Il faut savoir que les cartes qu'on a passées en revue, on leur a donné une valeur, sachant que pour l'instant on n'a piqué aucune carte dans le draft. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout au long du draft, vous allez construire une stratégie, ce qu'on verra dans la 3e vidéo, et qu'au fur et à mesure, vous allez devoir réévaluer les cartes en sachant que vous avez piqué d'autres cartes. Par exemple, on va refaire la même, mais par exemple, j'ai piqué... on est au 2e booster, et j'ai déjà piqué de bonnes cartes en vert. Par exemple, j'ai piqué un Boon Satyr. Je suis très content, je me dis, ouais, j'ai vraiment envie de m'investir dans le vert. Et donc, je revois ce booster, le même booster, sauf que je sais que je suis parti vert, et peut-être une autre couleur, mais je ne sais pas trop pour l'instant. Je vois ce booster, hein, le même booster. Là, on arrive sur les cartes qu'on avait mis en avant. Ça, c'est principalement les cartes qu'on avait mis en avant. On va enlever, donc, par exemple, les cartes bleues. Surtout, on va enlever très rapidement l'Ascension des Aigles, qui coûte 2 bleus. Et alors, après, le Fléau des Flottes est toujours intéressant, parce qu'on a beaucoup de cartes vertes. Par contre, la Bravoure Colossale reste quand même beaucoup plus intéressante qu'avant, en fait. Et le duel va plutôt se passer entre ces 2 cartes. Vu que là, on a de bonnes créatures vertes et on a un très très bon sort vert. Donc voilà, le pic ensuite va se jouer entre ça. Et les 2 choix, je pense, sont valables. Je peux piquer Fléau des Flottes en me disant, voilà, je vais jouer vert bleu. C'est décidé, le Fléau des Flottes est une bonne carte. Je vais jouer vert bleu. Et ensuite finir le draft dans cette optique. Ou alors,
et ben je vais prendre Bravoure Colossale parce que c'est un vraiment bon sort et ça me laisse ouvert sur une potentielle deuxième couleur. Encore une fois, ça ne me demande pas de choisir. Euh, voilà. Voilà. Le genre de changement, d'évaluation que vous allez avoir pendant votre draft du fait d'avoir piqué déjà des cartes avant. Des effets qui peuvent paraître faibles vont devenir forts. Des cartes que vous ne vouliez pas forcément voir vont être très intéressantes. Je pense par exemple à Fontaine de Fertilité. Si vous vous rendez compte que vous avez, par exemple, au premier booster, vous avez piqué Fléau des Flottes. Un booster avant, hein, vous avez déjà un Fléau des Flottes. Et vous êtes dans une optique bleue avec peut-être une autre couleur et vous avez des cartes assez chères. Potentiellement, vous avez piqué quelques cartes vertes qui peuvent être intéressantes. Et ben, par exemple, Fontaine de Fertilité est un pic intéressant, vu que ça va vous donner des terrains très rapidement, en fait, dans la partie, pour atteindre votre Fléau des Flottes. Voilà, donc Fontaine de Fertilité, qu'on avait assez rapidement écarté quand on a fait la première analyse, et bien remonte très 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 haut dans le classement, et limite fait un bon pic. Un bon pic, voilà. Voilà, j'espère que ça vous donne quelques indications supplémentaires pour vous améliorer en draft. Voilà, c'était évaluer les cartes. On va voir le prochain point qui est, si je me rappelle bien, j'ai ma fiche, hein, qui est lire les signes. On va essayer de savoir comment se passe le draft quand les boosters tournent, comment lire ce qui nous arrive, comment essayer de déterminer ce que les autres jouent, etc. Oui, parce qu'on peut faire ça en draft, au moins dans une certaine mesure. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez parler de Magic, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à la liker. Ça m'aidera pendant que ça klaxonne dehors. Merci. Voilà, je vous dis amusez-vous bien sur Magic l'Assemblée et j'espère que vous serez là pour la prochaine vidéo, sûrement demain. Voilà, ciao ciao, à plus. Et salut à tous, ici Abdel et nous sommes repartis pour la deuxième partie de cette petite incursion dans le monde du draft. Nous allons parler de l'évaluation des cartes dans le draft. Et d'ailleurs en général, hein, ça vaut aussi largement pour le format en scellé. Et en général d'ailleurs dans Magic, savoir essayer de déterminer quelles cartes sont fortes et pourquoi. Donc voilà, on va aborder ce point. J'ai le premier booster, le petit premier booster reconstitué qui est de Jordan Tunics. Tout simplement, et imaginez que vous êtes en draft, vous êtes à la table et vous œuvrez votre booster sur ceci. Voilà, on va passer en revue ces cartes et essayer de déterminer ce qu'on va piquer. Donc par exemple, un des premiers indicateurs, si vous avez déjà ouvert un booster, vous le savez, bien entendu, dans un booster il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 communes. Les communes sont reconnaissables parce qu'elles ont le petit sigle en noir. Les uncommon, les cartes qui ne sont pas communes mais qui ne sont pas rares, qui sont intermédiaires. On en a vu une ici, 2 et 3. Une bravoure colossale. Et il y a une rare dans chaque booster. Voire 2, en sachant qu'il peut y avoir une carte qui est foil, donc qui est brillante. Et cette carte peut être de n'importe quelle rareté. Donc bien chanceux est celui qui a un pack avec 2 rares, deux rares dedans. Donc bien entendu, une des premières choses à savoir, c'est que bien entendu, les rares ont un plus gros potentiel pour être meilleures. Oui, c'est pour ça qu'elles sont rares. C'est que souvent, elles font la job, comme diraient nos amis canadiens. Elles font la job. Et par exemple, là, on a un Fléau des Flottes qui est pour cette une 6-6 qui peut... Je vous passe le texte à rallonge, mais en gros, elle a très peu de chances d'être bloquée, surtout par des créatures très faibles.
c'est une 6-6 pour 7. Donc c'est quand même un gros monstre, comme vous pouvez le constater. En effet, c'est une rare, c'est une 6-6 qui est dure à bloquer. Donc typiquement, ça colle 6 par tour, et vu que vous n'avez que 20 points de vie, cher joueur de Magic, ça va très très vite. Donc voilà, un des premiers indicateurs, typiquement, c'est ce que font très souvent les joueurs, c'est qu'ils vont jusqu'au Zonko et à la rare voir déjà ce qu'ils ont, parce que là, il y a le potentiel d'avoir le plus de dommages et les meilleures cartes. Fléau des flottes, une bravoure colossale qui peut cibler plein de cibles et leur donner plus de jusqu'à la fin du tour. Les dégager. Donc ramener toute une flottille de créatures pour bloquer par exemple, ou cibler plein de créatures. On rappelle que dans cette extension, il y a l'héroïsme qui est très très bien en combo avec l'obstination. Une archère 2-1 défense talismanique portée pour 2. Défense talismanique c'est très bien, elle ne peut pas être ciblée par votre